Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. Studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. On est dans le mal du siècle de l'addiction aux écrans. C'est une des thématiques, bien évidemment, politiques, surtout cette année, qui a été beaucoup ramenée de l'avant. Des inquiétudes pour les parents, des inquiétudes pour la société en général. Et là, il y a une demande d'action collective qui a été présentée à Montréal contre les géants du web sur la dépendance qui est engendrée par les réseaux sociaux. À savoir, est-ce qu'on devrait mettre des mises en garde, presque comme sur un paquet de cigarettes, pour dire « Hey, c'est addictif, ça, le réseau social que vous apprêtez à utiliser. » Pour en parler avec nous, Caroline Campeau est conseillère en prévention des risques liés à l'usage des écrans chez Capsana. Bonjour, Mme Campeau. Bonjour. Bien, tout d'abord, là, cette action collective-là, on a l'impression que quelque chose qui se lance comme ça à Montréal contre les géants du web, les titans de l'industrie, ça va peut-être pas mener à quelque chose, mais on a-t-il une chance quand même de réussir à produire un résultat? Bien, je pense que déjà, on est en train de suivre une ligne qui est tracée par d'autres. Aux États-Unis, il y a déjà une action collective qui a été lancée donc l'année dernière. Et je pense que d'un point de vue sociétal, les gens commencent à réaliser, oh, OK, attendez, là, il y a des gens qui prennent action, il y a quelque chose, on doit se questionner peut-être par rapport à la place que ça occupe dans nos vies, puis comment ça vient influencer nos habitudes. Et déjà là, moi, je trouve que c'est positif qu'on se pose ces questions-là. Oui, puis vous, d'avoir une mise en garde sur les réseaux sociaux. Vous êtes en faveur de ça? Tout à fait. Je pense que c'est essentiel. Les gens ne sont pas nécessairement conscients parce que c'est ça s'est introduit tranquillement et ça l'a évolué aussi dans les dernières années. Si on pense, on va dire, à Facebook en 2008 versus Facebook aujourd'hui, c'est plus nécessairement la même plateforme, c'est plus utilisé de la même manière, ça ne nous envoie pas nécessairement les mêmes contenus. Et donc, c'est important qu'on mette en garde, que les gens soient en connaissance de cause, quand ils les utilisent, comprennent comment les différentes techniques viennent influencer leurs habitudes et pourquoi ça peut être si difficile de les mettre de côté. Oui, parce que les nouveaux réseaux sociaux, là, on se comprend, Facebook, ça a moins la cote maintenant là, chez les jeunes, mais les nouveaux qui se sont développés comme TikTok ont un modèle d'algorithme qui est fait justement pour qu'on reste le plus longtemps possible sur l'application. Là. C'est ce qu'on appelle le doom scrolling en anglais, là, disons, scroller à l'infini. C'est un phénomène qui est engendré puis qui est même volontaire au niveau des applications, là. Oh oui, c'est une technique d'engagement qui fait en sorte finalement qu'on a envie de continuer et aussi on perd la conscience du temps. Donc, ça fait combien de temps que je suis en train de regarder et on défile à l'infini. Mais ça, c'est une parmi plusieurs techniques. Et oui, on peut mettre TikTok, on peut parler juste de eux, mais il faut dire qu'ils sont tous un peu dans le même domaine. Hein? C'est l'attention, ce à quoi on porte notre attention génère du profit pour ces gens-là. Et donc, eux, ils travaillent très, très fort pour maintenir et capter et maintenir notre attention. Là, c'est sûr, il y a des actions comme ça qui se font au niveau judiciaire, actions collectives, mais au niveau de la société québécoise, on est en train d'avoir des réflexions là-dessus. Là. Le Parti québécois a mis beaucoup de pression pour qu'il y ait justement des consultations, des comités qui se forment pour réfléchir à notre relation avec les écrans dans la société, particulièrement chez les jeunes. Est-ce que c'est par là qu'il faut commencer, selon vous, pour les jeunes, le temps d'écran? Bien, si on pense à c'est qui, dans le fond, dans notre population qui est plus vulnérable à ce type de technique-là, c'est les jeunes. Donc, mais même en tant qu'adulte, même si j'en suis conscient, c'est quand même difficile, mais je veux protéger le plus possible. Donc, ceux qui n'ont pas nécessairement la capacité de comprendre tout ça, ni l'esprit critique, ni l'autocontrôle, finalement, là, pour faire la part des choses et gérer leur utilisation. Et donc, oui, c'est nécessaire d'agir là, pour en venir à créer des réseaux sociaux qui sont un petit peu plus sécuritaires pour nos jeunes utilisateurs. Il y a eu ces idées qui ont été flottées là, tant aux États-Unis qu'ici par rapport justement à qu'est-ce qu'on peut faire pour le temps d'écran. Là. Il y a des idées qui se font comme bannir le téléphone à l'école ou empêcher les réseaux sociaux sur les Wi-Fi, par exemple, de nos bâtiments d'éducation. Demander même une preuve d'âge à partir d'un certain âge pour aller sur les réseaux sociaux. C'est quoi pour vous les bonnes solutions à retenir ou les bonnes pistes de solutions parmi tout ce qui est énuméré? Mais la plupart des experts vont souvent mentionner là, l'importance d'avoir plusieurs pistes d'action en voulant dire que c'est pas juste une chose. Okay. Donc, oui, c'est sûr qu'il devrait avoir... Déjà, là, en ce moment, les réseaux sociaux, c'est 14 ans. Hein. Au Québec, en fait, le consentement à la collecte de données, ça se fait à l'âge de 14 ans. Donc, en bas de cet âge-là, normalement, il ne devrait pas avoir d'utilisateurs. Maintenant, on s'entend normalement. Que c'est ça. Dans les faits, c'est pas nécessairement ça. Et donc, c'est important aussi d'éduquer. Donc, il faut avoir des programmes de sensibilisation, de l'information, là,
des ateliers qui sont donnés aux jeunes pour avoir une éducation, une littératie numérique, comprendre finalement c'est quoi ces contenus-là, c'est quoi ces plateformes-là et comment en avoir une utilisation plus positive, plus consciente. Et donc ça passe par l'éducation et ça, c'est également là, nécessaire. Donc, il y a plusieurs pistes d'action, mais en même temps, d'avoir des avertissements, de faire en sorte d'encadrer les plateformes pour que eux force finalement ce consentement-là, cet âge-là, et aussi exploite pas nécessairement les jeunes utilisateurs en bas d'un certain âge. Donc ça, il peut y avoir des pare-feux, si on veut, là, qui sont mis directement dans les plateformes, mais bon, ça passe là, finalement par une réglementation. Il n'y a pas un risque aussi associé au fait de vouloir interdire ou modérer auprès des jeunes, tout particulièrement, là, de dire « Hey, c'est 2 ans plus vieux, finalement, c'est 16 ans maintenant, là, je nomme une mesure comme une autre ». Il n'y a pas un risque, justement, que ça devienne plus attrayant, plus attirant encore pour les jeunes, plus on essaye de leur limiter l'accès? Oui, puis je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut leur expliquer pourquoi. Et donc, les rendre plus conscients aussi par rapport à ça. Mais en même temps, l'esprit critique et la capacité d'autocontrôle, ça se développe avec l'âge. Donc, il faut quand même aussi être conscient qu'il peut y avoir un âge là, par rapport à ça. Et déjà là, comme je mentionnais, déjà, c'est 14 ans. Donc, même les parents ne sont pas nécessairement au courant. Ça, j'étais étonnée là, de savoir qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas conscients de ça. Et donc, ça passe aussi par les parents qui guident les jeunes dans leur utilisation, donc une meilleure connaissance aussi à ce niveau-là. Mais oui, les jeunes vont peut-être trouver une manière quand même d'y accéder et donc peut-être aussi réduire certaines techniques qui sont déjà là. Et là, ça fera en sorte que les réseaux sociaux soient plus sécuritaires pour les jeunes et les moins jeunes. Et peut-être que toutes les techniques ne sont pas nécessaires. Donc, si on peut en venir à réduire, là, finalement, ceux qui sont les plus... qui font en sorte que ça devient plus addictif, mais bref, déjà là, on améliore la situation. Je parlais beaucoup des jeunes, mais ça touche tout le monde. Là. Je veux dire, je suis le premier, moi, à dire tout le temps que je suis comme rendu accro à mon téléphone, j'en ai besoin tout le temps pour le travail, mais quand j'arrive chez nous, mais je l'ai encore dans les mains, puis je veux encore être dessus, bien malgré moi, à toutes sortes d'égards. Il y a des mesures, j'imagine, individuelles qu'on peut prendre pour essayer de diminuer ou de repousser un peu le temps d'écran qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire comme individu? Oui, bien là, premièrement, je le mentionne toujours, puis c'est le numéro 1, les notifications ne sont pas tous essentielles. Hein. Par défaut, toutes les applications qu'on va avoir sur nos appareils vont nous envoyer des notifications. Et donc, déjà là, d'éliminer là, ce qu'on n'a pas besoin, de faire un tri, de faire un ménage de notifications. Après ça, on peut aussi avoir, là, dans le cadre, on va dire que quand on travaille, on peut avoir des plages horaires. Mes courriels vont rentrer entre telle heure et telle heure, mais moi, je me permets une déconnexion à partir de telle heure de mon travail. Et donc, ça aussi, ça va faire en sorte que ça va être plus facile de contrôler parce que je ne suis pas consciente nécessairement de ce que je manque. Ranger l'appareil hors de vue quand on ne s'en sert pas, parce que simplement voir l'appareil, là, il y a des études qui vont démontrer que ça génère du stress. On le sait qu'il y a quelque chose qui se passe, on le sait qu'il y a quelque chose qui nous attend. Donc, de ne pas le voir, en fait, va améliorer aussi la situation. Et on peut aussi cacher certaines applications. Donc, si quelqu'un a de la misère, on va dire, avec Facebook, faire en sorte de le cacher dans un dossier, ce qui nous donne des étapes de réflexion. On a besoin des temps d'arrêt. Donc, est-ce que vraiment je veux y aller? Est-ce qu'en compliquant un petit peu mon trajet pour me rendre, ça va me faire dire « Ah, est-ce que c'est si important? Est-ce que ça peut attendre? » Donc, de se poser des questions comme ça. Déjà là, et si possible, des moments de déconnexion. De façon générale, ça peut être 24 heures, ça peut être un petit peu plus que ça. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à 1 semaine, jusqu'à 1 mois. Vraiment prendre un temps d'arrêt pour évaluer la situation quand vraiment c'est rendu trop. Donc, pourquoi je l'utilise? Ça sert à quoi? Est-ce que j'ai développé des réflexes, des automatismes? Est-ce que ça l'a déplacé des activités ou des choses que je faisais avant? Des fois, il faut prendre un temps d'arrêt pour vraiment réaliser ces choses-là et se reconnecter, mais mieux se reconnecter par la suite d'une façon plus équilibrée. Bon, mais tout ça est assez intéressant. C'est des conseils très utiles, je pense. Après ça, la difficulté, c'est peut-être plus de les appliquer aussi, puis de peut-être de parvenir à le faire. Dans tous les cas, Mme Campeau, vous avez du pain sur la planche, j'imagine. Vous allez faire partie des consultations à l'automne pour avoir ces réflexions-là, justement, au Québec? Oui, mais je trouve ça intéressant qu'on ait plusieurs à se poser des questions et à voir aussi les différentes possibilités, puis d'essayer d'évaluer qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant. Et le but, c'est pas nécessairement de démoniser la technologie, mais c'est vraiment d'apprendre à s'en servir, mais que ça soit un outil qui soit à notre service et non l'inverse. Donc, c'est excessivement bien dit. C'est une excellente conclusion aussi. Caroline Campeau, vous êtes conseillère en prévention des risques liés à l'usage des écrans chez Capsana. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec nous. Bien, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu.